Avez-vous déjà dû vous rendre d'urgence à l'aéroport international de Pudong? Pas de problème. Il suffit de monter à bord du Shanghai Maglev, qui détient le record du train le plus rapide de la planète. Il peut atteindre une vitesse maximale de 311 miles par heure, soit 500 km par heure. Vous voulez voyager à grande vitesse à travers la magnifique campagne allemande à bord d'un Deutsche Bahn Intercity Express 3. Naviguez à 349 km par heure le long de ces rails. Allez-y. Et si vous aviez envie de faire un rapide trajet de New York à Chicago en train à grande vitesse? Oh, attendez, vous ne pouvez pas. Les nations du monde entier sont des années-lumière en avance sur les États-Unis en matière de technologie ferroviaire à grande vitesse. Comment la nation la plus riche de la planète pourrait-elle avoir un système de train si inférieur? Découvrons-le. Pour être considéré comme un train à grande vitesse, un train doit voyager à plus de 125 miles par heure, soit un peu plus de 200 km par heure. Cette vitesse n'a pas besoin d'être maintenue pendant tout le voyage, mais le train devrait l'atteindre pour la majeure partie du trajet. Les trains à grande vitesse sont une technologie éprouvée, pas un concept futuriste. Le Shinkansen du Japon, le premier système ferroviaire à grande vitesse du monde, a commencé à fonctionner en 1964. C'est vrai. Alors que le Japon a révolutionné le voyage il y a plus de 50 ans, les États-Unis ont encore du mal à rattraper leur retard. De plus, un réseau de trains à grande vitesse permet aux passagers d'accéder facilement à presque toutes les grandes villes d'Europe, tandis que les États-Unis sont pratiquement dépourvus de telles connexions. En 2009, il y a eu des tentatives ambitieuses pour étendre l'infrastructure ferroviaire à grande vitesse du pays. Cependant, le plan était truffé de problèmes dès le départ. Il n'était pas clair comment certaines villes seraient reconnectées, car il y avait des lacunes dans les voies. Pour aggraver les choses, le plan définissait des limites de vitesse incohérentes. Certaines voies ferrées atteindraient un maximum de 250 miles par heure, soit 400 km par heure, tandis que d'autres étaient déplafonnées à seulement 90 miles par heure, soit environ 140 km par heure, sans aucune explication. Pour être juste, vous pourriez théoriquement traverser le pays en volant. Cependant, il y a des avantages majeurs à prendre un train à grande vitesse. Le fait que la plupart des vols entre deux villes soient moins chers qu'un trajet en train est en partie une illusion. Les États-Unis subventionnent énormément le pétrole et le gaz, donc le prix que vous payez pour un billet d'avion n'est pas vraiment ce qu'il devrait être. Si les compagnies aériennes devaient payer le prix réel du carburant, personne ne pourrait se permettre d'acheter un billet d'avion car il serait trop cher. Et comme les États-Unis ont cessé d'investir sérieusement dans leur chemin de fer il y a longtemps, prendre le train est devenu plus cher en raison du manque de demande et du service limité. Lorsque vous regardez la densité de population dans les régions du monde qui ont construit des trains à grande vitesse, vous remarquez une nette différence entre elles et les États-Unis. Des endroits comme l'Europe, la Chine et le Japon ont des densités de population beaucoup plus élevées que la plupart des États-Unis. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles ces parties du monde ont tant investi dans leur réseau de trains. Il est également important de noter que pour beaucoup, avoir accès à un train est devenu une partie majeure de leur vie. Et des communautés entières se sont développées autour de ces itinéraires. Ainsi, beaucoup de gens dans ces pays s'investissent pour améliorer l'infrastructure ferroviaire. Après la propagation des rails conventionnels à travers le paysage, l'étape logique suivante était d'accélérer les voyages. Cela a entraîné la transition vers les rails à grande vitesse devenant la prochaine étape de l'évolution du transit. Les États-Unis n'ont jamais adopté le voyage en train de la même manière. Même le nord-est des États-Unis, qui a le plus de trains de banlieue et de trains de passagers dans le pays, n'a construit qu'un seul train à grande vitesse, de Boston à Washington District de Columbia. Cependant, cette route peut être coûteuse et comporte encore des sections significatives où les vitesses nord à grande vitesse ne peuvent pas être atteintes. Les obstacles les plus évidents à la construction d'un réseau de trains à grande vitesse aux États-Unis sont les coûts et la logistique. Contrairement à l'achat simple de nouveaux trains, la construction d'un système de train à grande vitesse fonctionnel nécessite un travail de fond important. Pour commencer, les États-Unis ne peuvent pas simplement acheter des trains à grande vitesse et les mettre sur les voies existantes, ou leur absence. L'infrastructure ferroviaire actuelle, y compris les voies et les signaux, est si obsolète qu'elle aurait besoin d'une refonte complète pour répondre aux exigences du voyage à grande vitesse. En plus de cela, certaines routes ne sont tout simplement pas viables pour les voyages à grande vitesse, car le paysage et la courbure de la voie ne permettraient pas au train d'atteindre plus de 125 miles par heure, ce qui annule en quelque sorte l'intérêt d'utiliser des trains à grande vitesse. Pour résoudre les problèmes déjà existants avec le système ferroviaire américain,
et construire de nouvelles voies pour supporter les trains à grande vitesse, le gouvernement doit acheter des ressources, des terrains, et payer aux travailleurs un salaire équitable. La triste réalité est que les États-Unis investissent moins dans leur propre infrastructure que presque tous les autres pays développés dans le monde. Plus de 13% du budget annuel est consacré à l'armée, avec plus de 47% des fonds discrétionnaires alloués chaque année aux forces armées. Si les États-Unis dépensaient autant d'argent pour l'infrastructure qu'ils en dépensent comme pour leur armée, il y aurait suffisamment d'argent pour construire un réseau de trains à grande vitesse, tout en améliorant les modes de transport déjà en service. Cela nous amène alors à un obstacle bien plus grand qu'un réseau de trains à grande vitesse doit surmonter avant de pouvoir être construit aux États-Unis. Et c'est la bonne vieille politique à l'ancienne. Le débat autour des trains à grande vitesse et des chemins de fer en général a lieu depuis des décennies aux États-Unis. L'industrie automobile est une force énorme à prendre en compte dans le pays. Et il y a certainement des politiciens influencés par le pouvoir et l'argent que possèdent les entreprises automobiles. Mais ce n'est pas le problème principal. En réalité, tout se résume au fait que le gouvernement fédéral est le seul à pouvoir élaborer un plan de chemin de fer à grande vitesse et le financer. Cependant, la bataille autour des droits de l'État a fait obstacle à la construction d'un réseau de trains à grande vitesse depuis que l'idée a été proposée pour la première fois. Pour construire un réseau ferroviaire qui pourrait relier les villes à travers les frontières des États, le gouvernement fédéral devrait intervenir. Malheureusement, chaque fois que le gouvernement fédéral tente de proposer un plan pour un chemin de fer interétatique, il rencontre une résistance de la part des représentants des États, qui estiment qu'il outrepasse son rôle. Ce problème est ensuite exacerbé par le fait que quelle que soit la présidence qui tente de lancer un projet de train à grande vitesse, il n'aboutit jamais en raison de la nécessité de mener des études de plusieurs années, qui bien souvent ne sont pas achevées, avant qu'un nouvel élu ne soit en fonction. À ce stade, le plan proposé par l'administration originale est abandonné, et la nouvelle direction n'a soit aucun intérêt à créer le sien, soit il recommence tout depuis le début. Cela a conduit à une série de promesses autour des trains à grande vitesse qui n'ont pas été tenues. Personne ne conteste que des études d'impact soient menées, et que des experts soient consultés avant la construction d'un système de train à grande vitesse. Mais si chaque administration repart de zéro lorsqu'elle est élue, il y a pratiquement 0% de chances que les États-Unis commencent un jour à relier ces villes par des trains à grande vitesse. Ce défi est ensuite aggravé par le fait que de nombreux États le long des itinéraires proposés ont peu ou pas d'expérience dans la construction de chemins de fer modernes. Sans l'expérience nécessaire, la mise en œuvre d'un tel projet nécessiterait une surveillance significative de la part du gouvernement fédéral, une perspective qui rencontre une forte résistance. Encore et encore, les administrations ont proposé des plans ambitieux pour développer l'infrastructure ferroviaire de la nation, mais ces initiatives échouent régulièrement à se concrétiser en raison d'un manque de soutien et de collaboration à long terme au sein du gouvernement. Le prochain obstacle, ou dans ce cas, le blocage du train, a à voir avec la corruption perçue dans le gouvernement américain par ses propres citoyens. Aux États-Unis, les gens ne croient pas que le gouvernement tienne ses promesses. Bien qu'il y ait de nombreuses différences, une ligne de chemin de fer à grande vitesse interétatique pourrait être comparable au système autoroutier interétatique qui a été conçu sous l'administration Eisenhower et dans les années 50 et construit dans les décennies qui ont suivi. Plus sur cela plus tard. Lorsque vous regardez une carte routière des États-Unis, il est clair qu'un grand nombre de temps, de planification et d'argent ont été investis dans le système autoroutier interétatique. Ce processus pourrait être utilisé pour créer un réseau de trains à grande vitesse, si les conditions étaient similaires à celles des années 50. Lorsque le système autoroutier interétatique a été proposé et accepté, plus de 70% du pays faisait ainsi confiance au gouvernement fédéral et soutenait ses décisions. Cette confiance a depuis diminué à environ 22% en 2024. Ce que cela signifie, c'est que même si le gouvernement fédéral propose un plan solide pour construire un réseau de trains à grande vitesse bien pensé et rentable, la majorité du pays pourrait ne même pas leur faire confiance pour faire ce qu'ils disent qu'ils feront. Cela signifie que tant que le gouvernement n'aura pas regagné la confiance de son peuple, il ne pourra pas obtenir de financement et mener à bien des projets à long terme, y compris la construction d'un réseau de trains à grande vitesse. Cette impasse continue est incroyablement frustrante pour les nombreux Américains qui rêvent d'un réseau national de trains à grande vitesse. Un tel système ne fournirait pas seulement une alternative plus abordable à l'avion ou à la voiture, mais offrirait également un mode de voyage plus vert et plus durable.
Mais tant que les masses ne pousseront pas pour la construction de trains à grande vitesse ou que les politiciens au pouvoir ne changeront pas d'avis, les États-Unis continueront à prendre du retard dans ce secteur des transports publics. Étrangement, ce qui est encore plus inquiétant pour l'avenir des trains à grande vitesse aux États-Unis que la politique, c'est que le système de train lui-même ne peut pas sortir de son propre chemin. La transition vers les trains à grande vitesse devrait se faire par étapes. Un point de départ pratique consiste à utiliser les chemins de fer de fret existants pour élargir l'accès aux voyages en train. Cela encouragerait davantage de personnes à passer progressivement d'un mode de vie où l'on conduit partout à un mode de vie où prendre le train devient une option régulière. Cependant, ce plan rencontre rapidement des problèmes. Chicago et Saint-Louis expérimentent l'idée de relier les deux villes par chemin de fer pour fournir un moyen plus économique de passer de l'une à l'autre. Pour cela, des trains de voyageurs ont été introduits sur les voies existantes des trains de marchandises. Ces voies suivent déjà des itinéraires avec peu de croisements routiers et permettent aux trains de voyager entre 90 et 110 miles par heure. Ce serait une excellente transition pour les passagers cherchant à utiliser davantage les trains, surtout si des rails à grande vitesse arrivaient finalement dans la région. Le problème est que les trains de marchandises utilisent toujours les voies, et comme ils transportent d'énormes quantités de matériaux, ils ne vont pas très vite. Les trains de voyageurs se retrouvent souvent bloqués derrière les trains de marchandises, ce qui entraîne de longs retards, et rend le voyage en train peu attrayant pour la plupart des gens. Pour aggraver les choses, ce sont les compagnies de fret qui gèrent les voies, donc même si elles sont censées donner la priorité aux trains de voyageurs par la loi, cela se produit rarement en réalité. Cela signifie que les trains de voyageurs, qui sont censés avoir une moyenne de 90 miles à l'heure, n'ont en réalité qu'une moyenne de 53 miles à l'heure à cause des retards. Par conséquent, prendre le train est encore plus lent que de conduire, ce qui n'est pas une situation idéale pour quiconque essaie de se rendre quelque part rapidement. Si les trains de voyageurs avaient la priorité et pouvaient avoir une moyenne de 70 miles à l'heure, cette alternative serait à la fois plus rapide et moins chère que de conduire. Mais comme si peu d'importance est accordée à l'infrastructure ferroviaire, ce n'est pas encore une option viable. Mais le plus grand obstacle aux trains à grande vitesse est littéralement un barrage routier. Il est indéniable que la majorité des personnes vivant aux États-Unis aiment leur voiture. Depuis que la Model T a quitté la chaîne de montage jusqu'aux véhicules électriques actuels, les voitures ont toujours été une part importante de la culture américaine. Les voitures là sont essentielles pour la plupart des gens, que ce soit pour aller au travail, voir des amis, ou partir en road trip sur les routes américaines. Peut-être qu'il n'y a pas de meilleur exemple de la préférence des États-Unis pour les voitures que le système d'autoroute inter-État. Dans les années 50, le gouvernement aurait pu mettre en place un système de chemin de fer inter-État, mais cela n'était pas envisageable car les constructeurs automobiles ont réalisé combien d'argent ils pourraient gagner en créant une société dépendante de la voiture. Cela a conduit à un lobbying intense, qui a finalement abouti à ce que le gouvernement américain investisse de l'argent dans la construction de routes et d'autoroutes plutôt que de chemins de fer. Les gens vivant en banlieue avec leurs familles n'avaient guère d'intérêt à monter à bord d'un train bondé pour se rendre au travail quand ils pouvaient simplement conduire leur toute nouvelle et brillante Chevy jusqu'au bureau. L'accessibilité des voitures a entraîné une dispersion accrue et davantage de gens s'installant en périphérie. C'est une boucle de rétroaction. Les gens veulent vivre en banlieue, donc ils ont besoin d'une voiture. Grâce à leur voiture, les gens peuvent s'installer en banlieue. Si les États-Unis s'étaient développés de sorte que la plupart des gens ne pouvaient pas se permettre, n'avaient pas accès à, ou n'avaient pas besoin de voiture, davantage de chemins de fer auraient probablement été construits pour leur permettre de se déplacer. Cela aurait abouti à un réseau de chemins de fer, qui aurait pu être éventuellement modernisé en voies ferrées, à grande vitesse, à l'instar de ce que de nombreux pays en Europe font depuis plusieurs années. Cependant, ce n'est pas ainsi que l'histoire des États-Unis s'est déroulée, et l'obsession de posséder une voiture ou de vivre en banlieue n'a fait que croître, ce qui explique exactement pourquoi le nombre de routes et d'autoroutes a également augmenté. Avec le recul, ce n'était peut-être pas la meilleure décision pour le pays, car nous sommes maintenant confrontés à une crise climatique résultant de la combustion de combustibles fossiles, dont une partie se fait dans les moteurs de voitures. Ne vous y trompez pas, l'empreinte carbone moyenne d'une personne vivant aux États-Unis est beaucoup plus élevée que dans les régions du monde où les systèmes de trains traditionnels et à grande vitesse sont largement utilisés, à l'exception de la Chine. Mais le gouvernement est également en partie à blâmer. Cela peut être impopulaire, mais il y a une solution pour les États-Unis. Pour passer d'une culture centrée sur la voiture à une culture plus favorable au train.
Si les États-Unis réaffectaient l'argent dépensé pour les infrastructures et dirigeaient plus de fonds vers l'amélioration des transports publics, ce serait un pas dans la bonne direction. Plutôt que de financer d'énormes projets d'autoroutes, les États-Unis pourraient utiliser ces fonds pour construire plus de pistes cyclables et de lignes de bus menant aux nouvelles gares de train à grande vitesse. De plus, l'urbanisme devra s'adapter pour rendre les banlieues américaines plus piétonnes. Ainsi, les résidents auront accès aux transports publics et aux choses dont ils ont besoin sans avoir à monter dans leur voiture pour y arriver. De nombreux pays imposent des taxes élevées sur la possession automobile. Par exemple, à Singapour, toute personne qui achète une voiture doit payer une taxe d'immatriculation en plus du prix d'achat. Cela réduit la demande de voitures et encourage des modes de transport alternatifs, comme les trains à grande vitesse. Et Singapour n'est pas le seul pays à taxer lourdement les voitures. De nombreux pays en Europe imposent de lourdes taxes sur la possession d'un véhicule, et pratiquement aucun autre pays ne subventionne les automobiles ou l'essence au même niveau que les États-Unis. Si les États-Unis décidaient d'augmenter les taxes pour la possession d'une voiture, cet afflux d'argent pourrait être utilisé pour construire un système de train à grande vitesse abordable pour transporter ses citoyens à travers le pays. Au fur et à mesure que les systèmes ferroviaires deviendraient plus accessibles, les gens arrêteraient d'acheter des voitures et utiliseraient davantage les transports en commun. Mais les citoyens américains sont venus à aimer leur voiture et la liberté qu'elles fournissent. Par conséquent, la seule option du gouvernement est de rendre les trains à grande vitesse plus attrayants que les voyages en voiture. Pour que cela se produise, le coût pour les passagers doit être bas et les temps de voyage doivent être plus courts que la conduite. Sans changement de mentalité chez la majorité des Américains, la voiture restera reine et le gouvernement n'aura aucune incitation à changer l'infrastructure actuelle du pays. Cependant, à un certain point, ils n'auront peut-être pas le choix. Alors que les centres urbains se développent et que les gens prennent davantage conscience de leur impact environnemental, ils peuvent rechercher des modes de déplacement plus durables. Cela pourrait mener à l'essor futur des trains à grande vitesse. Heureusement, les données laissent entrevoir de l'espoir pour les trains à grande vitesse aux États-Unis. Selon des sondages récents, les électeurs américains soutiennent massivement l'investissement et la construction de trains à grande vitesse. En fait, 60% des Américains soutiendraient même un financement supplémentaire pour faire avancer ces projets. Les experts soutiennent aussi les projets de trains à grande vitesse. De nombreux ingénieurs ferroviaires et civils sont d'accord pour dire que la construction d'un réseau fonctionnel de trains à grande vitesse à travers les États-Unis est tout à fait réalisable. Cependant, pour y parvenir, il faudra un investissement gouvernemental important, une collaboration entre entreprises étrangères et nationales, villes, et une refonte totale du système ferroviaire actuel. Dans certaines parties du pays, l'espoir est éternel, car des projets de trains à grande vitesse ont déjà commencé. Actuellement, une ligne de train à grande vitesse est en construction entre Las Vegas et Los Angeles, par la société The Brightline. L'idée est que le train sera capable de transporter les voyageurs entre les deux villes en un peu moins de 2 heures. C'est moins de la moitié du temps qu'il faudrait pour parcourir la même distance en voiture s'il n'y avait pas de circulation, ce qui, soyons honnêtes, n'est pas une attente réaliste pour LA. Brightline a également récemment achevé un projet de train à grande vitesse en Floride qui relie Orlando à Miami, tout en faisant des arrêts à West Palm Beach, Boca Raton, Fort Lauderdale et Aventura. Brightline a déclaré que leur train à grande vitesse en Floride a transporté plus de 258 000 passagers au mois de mars, seulement quelques mois après le lancement du service. Le train voyage à une vitesse maximale de 125 miles par heure. Le trajet entre Orlando et Miami prenant environ 3h30. Des progrès ont été réalisés pour les trains à grande vitesse, mais qu'en est-il de l'avenir ? Si les États-Unis ne veulent pas simplement rattraper leur retard, mais plutôt être un leader mondial dans le transport ferroviaire, quelles sont les options ? Le changement climatique et la crise existentielle de notre époque. Cependant, l'entreprise Wabtec pourrait mener une révolution ferroviaire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur. Wabtec expérimente des trains alimentés à l'hydrogène qui pourraient remplacer les monstres brûlants des combustibles fossiles actuellement utilisés dans le monde entier. Cela étant dit, de nombreux trains à grande vitesse utilisent l'électricité ou le magnétisme, mais les moteurs à combustion interne représentent encore une grande partie du marché des trains. Par conséquent, il pourrait être intéressant d'investir dans une nouvelle technologie qui permettrait aux trains de voyager avec des niveaux d'émissions beaucoup plus bas. Actuellement, les États-Unis produisent environ 10 milliards de kilogrammes d'hydrogène par an, ce qui équivaut à environ 10 milliards de gallons de carburant. Des études suggèrent que l'alimentation des trains
qui traverse déjà le pays, nécessiterait seulement 3 milliards 1 de gallons de carburant à l'hydrogène. Cela étant dit, la prochaine technologie ferroviaire futuriste serait encore plus respectueuse de l'environnement. Les trains à grande vitesse pourraient être alimentés par le soleil, au lieu d'utiliser n'importe quel type de carburant. Un rail solaire fonctionnerait de la même manière qu'un rail électrique à grande vitesse, sauf que l'énergie nécessaire pour envoyer le train et ses passagers à travers les États-Unis serait alimentée par l'énergie du soleil. En fait, le premier train alimenté par l'énergie solaire a fait ses débuts à Byron Bay, en Australie en 2017, et il est toujours opérationnel. Les États-Unis devraient en investir beaucoup de temps et d'argent dans le raffinement des panneaux solaires, s'ils prévoient d'alimenter un train à grande vitesse avec cette technologie. Mais dans des endroits comme le désert de Las Vegas, il y a amplement de rayonnement solaire à capturer. Théoriquement, des panneaux solaires pourraient être placés sur les toits des wagons du train, et complétés par des fermes solaires situées le long de l'itinéraire du train. L'avenir des trains à grande vitesse aux États-Unis dépendra probablement d'une combinaison de plusieurs facteurs technologiques. Peut-être que les trains utiliseront une combinaison d'énergie solaire, d'énergie renouvelable et d'hydrogène pour atteindre des vitesses supérieures à 200 miles par heure. Mais qu'en est-il de réinventer l'idée même d'un train ? Une entreprise appelée Priestman Good a imaginé un monde avec des trains qui peuvent agir comme des plateformes mobiles. Ce concept n'en est qu'à ses débuts. Et l'idée est que des trains individuels plus lents circuleraient autour d'une ville pour prendre des passagers, puis s'arrimeraient à un train à grande vitesse qui les emmènerait à leur destination finale. Mais à l'avenir, peut-être que les rails à grande vitesse permettraient aux gens d'une côte des États-Unis de traverser le pays tandis que des wagons spécifiques se détacheraient à différents points. Peut-être qu'un itinéraire à grande vitesse de New York à Los Angeles aurait des points de séparation à l'approche de Chicago, Denver ou Las Vegas. Le meilleur, c'est que les gens qui vont à Los Angeles n'auraient jamais à ralentir. Enfin, il y a l'Hyperloop, qui techniquement n'est pas un train à grande vitesse, mais une extension de ce que pourraient être les rails à grande vitesse. À un niveau basique, un Hyperloop est comme un seul wagon de train, à l'intérieur d'un tube avec presque pas d'air, un quasi vide. Le tube sert à deux fins. Premièrement, comme c'est un quasi vide, il n'y a pas de résistance au vent ou de traînée, permettant au vaisseau d'atteindre des vitesses élevées avec moins d'énergie. Le deuxième est de réduire autant que possible les frottements. En utilisant ces deux choses, le train Hyperloop pourrait voyager à des vitesses de 700 miles par heure, ce qui vous permettrait de vous rendre de LA à San Francisco en environ 30 minutes. L'Hyperloop utiliserait la technologie maglev, comme celle du maglev de Shanghai. Cependant, avec l'ajout d'un tube scellé sous vide, cette technologie placerait les États-Unis à la pointe de la technologie des trains à grande vitesse. Cela étant dit, les progrès de l'Hyperloop ont été freinés en raison d'un certain nombre de facteurs, la plupart liés à des coûts élevés pour des avantages faibles. En fin de compte, si les États-Unis veulent rattraper le reste du monde en matière de technologie de train à grande vitesse, ils devront investir énormément d'argent, de temps et de ressources pour moderniser leur infrastructure ferroviaire existante. Cependant, cela n'a aucune importance si les responsables gouvernementaux ne peuvent pas coopérer pour aider à construire un réseau de trains à grande vitesse. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous souhaitez en voir plus de ce type, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Cela fait vraiment une différence. Merci, à la prochaine sur MadPack.